La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bonjour à tous, des vaches par dizaines, des moutons, des cochons, des producteurs venus de toute la France. Bienvenue au Salon de l'Agriculture où cette année, plus que les autres, vous allez le voir, la filière a mis le paquet sur les produits bio, les produits sains et labellisés. Sous la pression des consommateurs, les grandes enseignes de distribution et les marques de fast-food aussi se sont converties à ces produits sains plus respectueux du bien-être animal. C'est devenu un énorme enjeu, un énorme business. On vous en dévoile aujourd'hui les coulisses. Avec d'abord notre enquête sur les œufs vendus en supermarché. Les consommateurs choqués par la souffrance animale sont de plus en plus nombreux à délaisser les œufs produits en batterie pour le plein air. Nous découvrirons comment grandes enseignes et éleveurs doivent se réorganiser un peu partout en France. Et puis notre reportage sur la ruche qui dit oui. Cette start-up créée il y a 6 ans connaît toujours plus de succès. Grâce à Internet et au smartphone, elle met en relation directe agriculteurs et consommateurs. Un moyen d'échapper aux diktats de la grande distribution, mais qui a ses limites. Énorme. Et pour commencer donc notre enquête sur la nouvelle filière des œufs. C'est l'un des produits les plus consommés en France. 220 chaque année par Français en moyenne, avec désormais la promesse qu'ils viennent de poules élevées en plein air. Car les Français ne veulent plus de produits issus des élevages en batterie. Du coup, toutes les grandes enseignes s'y mettent. McDonald's, Monoprix, Lidl ou encore Carrefour. Car derrière, c'est toute la bataille des labels et des appellations. Regardez. Alors la promesse des étiquettes est-elle toujours tenue? Que valent ces produits? Les œufs plein air sont-ils vraiment meilleurs pour la santé? L'enquête est signée Emmanuel Mesplède. Sous leurs airs d'étudiants, ces militants sont à l'origine d'une petite révolution. Ça y est, ils sont presque tous là. Leur méthode, des actions coup de poing devant les supermarchés, comme ici à Lille. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Camille et ses bénévoles sont membres d'une association de protection animale, devenue célèbre ces dernières années. On a déjà commencé par la distribution de Kawe. L214. Ça, ce sont nos costumes de travail. Cette organisation a déjà bouleversé toute la filière de l'œuf et ne compte pas s'arrêter là. Dans leur viseur, ce supermarché Match, l'un des derniers réfractaires. Il continue à vendre des œufs de poule en batterie, une méthode d'élevage barbare selon eux. Tu fais comme tu veux. Le panneau, on le tient bien, fermement devant soi, voilà, et bien face à la route. Comme ça, les automobilistes aussi peuvent nous voir. Le but du jour, faire signer des pétitions aux passants qui leur permettront de faire pression sur cette enseigne. Bonjour monsieur. On fait signer des pétitions aujourd'hui aux passants pour demander à Match de cesser de vendre des œufs de poule de batterie. Il n'y a rien à faire de plus intelligent que ça. Bon, c'est un combat. Certains passent leur chemin, mais beaucoup de Lillois sont solidaires de leur combat. Des poules en cage? Ouais, c'est quand même pas terrible les poules en cage, non? Non, c'est pas top du tout. À Match de cesser de vendre des œufs de poule en cage. Allez. Ça vous intéresse de signer? Résultat, après 2 heures de tractage et de signature, 374, 375 et 376. On sent qu'il y a un mouvement qui est en marche et on continue sur notre lancée. Voilà. Bon, c'est parti. Il va y avoir un adjoint. près de 400 clients ont signé pour la fin des œufs en batterie dans ce supermarché. Bonjour monsieur. Pas filmer à l'intérieur du magasin. Un bon argument auprès du patron qui ne souhaite pas montrer son visage à l'écran. Du coup, je vous les remets. Très bien. Voilà, vous pouvez les transmettre à qui de droit. Pas de souci. Et voilà. On est prêt à le faire, vous l'avez dit, c'est Ouais. une demande des consommateurs. Du coup, on ne veut pas prendre l'engagement si on n'est pas sûr de pouvoir se fournir et s'approvisionner par la filière. Voilà. Bon. Au revoir. Au revoir monsieur, merci de votre temps. Merci. Bonne journée à vous. Merci vous aussi, au revoir. Contrairement à ce supermarché, d'autres enseignes se sont déjà engagées à en finir avec les œufs de batterie. Chez Monoprix, plus un œuf de poule élevé en cage depuis l'an dernier. Carrefour, Intermarché, Super U, Lidl ou encore Leclerc s'engagent quant à eux à faire la révolution dans leurs rayons dans les années qui viennent. Des promesses pour coller à la demande des Français, les plus gros consommateurs d'œufs en Europe, 220 par personne et par an.
Alors, devons-nous en finir avec les élevages en batterie? Devons-nous payer plus cher pour des œufs de poule élevés en plein air? Pour le consommateur, lesquels sont meilleurs pour la santé? Et derrière ces jolies images, que se cache-t-il parfois? Notre enquête dans les élevages dits plein air nous a réservé de drôles de surprises. Depuis quelques mois, l'œuf en batterie n'a plus la cote auprès des consommateurs. Exemple avec Jean-Paul, comptable de 62 ans. Une fois devant les œufs, son choix est vite fait. C'est plein air au nom du bien-être des poules. Une poule qui pond des œufs ne doit pas être dans des cages qui, je crois, sont l'équivalent d'une feuille à 4, où elle est là toute la journée. On lui coupe le bec parce que sans ça, elle se pique avec ses congénères. Enfin, elles sont dans leurs excréments. Enfin, voilà. Donc là, c'est une question d'amour-propre de soi-même, de faire attention à ce que les animaux ne soient pas maltraités. Jean-Paul est donc prêt à payer plus cher pour des œufs de plein air. 2,20 € les 6, contre 1,80 € la boîte pour des œufs en batterie. Comme lui, 90% des Français réclament l'interdiction des œufs de cage, choqués par certaines vidéos. Celle de l'association L214. Bonjour. Ce sont eux que nous avions filmés à Lille et que nous retrouvons dans leurs locaux parisiens. Depuis 9 ans, Brigitte Gauthier et son équipe dénoncent le sort des poules pondeuses dans les élevages en batterie. Fin 2014, ils mettent en ligne une première vidéo, tournée clandestinement dans cet élevage de poules en cage, vu par plus de 30 000 internautes. On voit le sol grillagé, donc les pattes qui ne sont pas adaptées, des œufs qui sont sur un convoyeur, et puis on voit qu'il y a une poule qui est morte là. On voit ces poules qui sont complètement déplumées. Cette crête-là, qui est normalement d'un rouge bien vif, bien pétant, et qui là est complètement décolorée, ce sont des poules qui ne voient jamais la lumière du jour, qui sont enfermées en permanence. Dans la foulée, ce sont ces images tournées dans un couvoir qui choquent l'opinion. Les poussins mâles sont broyés vivants, considérés comme inutiles, ou étouffés dans des sacs poubelles. Ces méthodes cruelles horrifient 900 000 internautes. Puis l'association enfonce le clou 2 ans plus tard, en mai 2016, avec une dernière vidéo vue par 500 000 Français. Dans cet élevage de lin, certaines poules sont mortes dans leur cage. Des cadavres, presque fossilisés, piétinés par leurs congénères, et des conditions d'hygiène plus que douteuses. Les œufs sont couverts de poux, et au sol, c'est une mare d'asticots. Depuis ces images, l'élevage a fermé ses portes. Avant, on disait bien, les poules, elles sont dans les cages, c'est des conditions de vie ignobles, mais tant que vous n'avez pas les images, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites, quoi. Et donc les images sont très importantes à ce niveau-là. Grâce à ces vidéos, L214 gagne la bataille de l'opinion. Les consommateurs ne veulent plus d'œufs en batterie, les supermarchés suivent le mouvement, et ce sont des milliers d'élevages qui doivent s'adapter. Comme ici à Bignan, en Bretagne. Bon, je vais te remplacer, je vais pouvoir aller voir les poulettes. Franck Picard gère cette exploitation industrielle depuis 10 ans. Ok, bon tout à l'heure, ça marche. Chaque jour, 185 000 œufs sortent d'ici pour rejoindre les rayons des supermarchés. Avec un objectif, la rentabilité. Pour cela, il faut faire tenir un maximum de poules dans un minimum d'espace. Franck Picard en a 200 000, empilés dans 4 bâtiments comme celui-ci. Des allées entières de cages sur 8 étages. Ici, chaque poule vit dans l'équivalent d'une feuille A4.
Mais rien à voir selon l'éleveur avec la maltraitance dénoncée par L214. Une cage, c'est 3,60 m. C'est-à-dire qu'on part d'ici, on vient jusque là, elle passe l'autre côté et elle revient à l'autre côté. Et là, on a un groupe de 60 poules. On a installé aussi des perchoirs. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que ce ne sont pas des conditions d'élevage optimales, que les poules ont droit à mieux? C'est leur avis, ils ont le droit d'avoir cet avis-là. Cependant, ils n'ont pas à non plus imposer leur doctrine à tout le monde. Je dirais qu'ils laissent le choix aux consommateurs. Pour l'instant, les ventes de l'éleveur n'ont pas encore baissé. Mais Franck le sait, ces œufs industriels sont déjà passés de mode. Alors pour survivre, il n'a pas le choix. Alors là, on envisage de transformer ce bâtiment-là en plein air, et avec un accès sur cette parcelle-ci, là, auquel auraient accès les poules. Il nous faut faire des trappes dans les côtés pour permettre aux poules de pouvoir sortir vers l'extérieur. Coût total des travaux, environ 1 million d'euros. Impossible pour lui de débourser une telle somme avant plusieurs années. Les éleveurs de poules en cage réclament aujourd'hui 100 millions d'euros à la grande distribution pour les aider à se reconvertir. En revanche, à 200 km de là, près du Mans, d'autres éleveurs se frottent les mains. Tous les jours, à Neuvillette-en-Charny, Valérie Delille inspecte ses 6000 poules de plein air. Mais oui, j'arrive, je vais vous mettre dehors, allez, hop, avancez. Ici, ce sont des cocottes de luxe. Pas de bec coupé, pas de crête fanée, pas de plumage clairsemé comme dans certains élevages industriels. Une poule déjà en bonne santé, on voit bien, elle a un beau plumage, elle a un bel œil, une belle crête qui est redressée, qui est bien rouge. Donc là, on voit bien qu'elle est en forme, cette poule-là, un beau petit bec. À l'intérieur du hangar, 9 poules par mètre carré, 2 fois moins que dans l'élevage en batterie. Et ici, elles évoluent librement. Une poule, on sait que ça aime bien jouer, ça aime bien gratter. Après, elles ont une surface de bâtiment qui est surélevée, qui permet là de boire, de se percher, de manger, et puis éventuellement d'aller pondre après. Elles ont tout pour être bien et pour nous faire de bons œufs. Mais surtout ici, les poules sortent chaque jour. C'est dans le cahier des charges du plein air. Ouverture des portes à 11 h. Allez, vous voilà dans le verre, picorez, faites ce que vous voulez. Pour gambader, 6 hectares de prairies. Et les poules ne rentreront qu'à la tombée de la nuit. Comme tout être vivant, on aime le soleil, on aime le vert, on aime les arbres, on aime la nature. Donc une poule aime la nature. C'est ce type d'élevage que plébiscitent aujourd'hui les consommateurs. Alors la demande explose. Chaque jour, Valérie Delille vend 5500 œufs, le maximum de sa production. Mais cela pourrait être beaucoup plus. En un an, on a vendu 15 à 20% en plus d'œufs de fermiers de louer. C'est énorme. C'est énorme, oui. Aujourd'hui, sa coopérative des fermiers de louer a du mal à répondre à la demande. Ils sont obligés de recruter de nouveaux éleveurs. Cette mission a été confiée à Martine Cotin en bleu, la vétérinaire de la coopérative. Elle a invité une commerciale qui veut changer de vie. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Enchantée. Enchantée. Vous avez éleveur de louer? Oui, tout à fait. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Donc je suis venue avec Lydia aujourd'hui. Bon alors, Lydia, qu'est-ce que vous en pensez? À 48 ans, Lydia Duval, qui veut lancer son exploitation, est venue se renseigner. Et le soir, elle rentre quand il fait nuit. D'accord. Donc, des fois, on se couche pas comme les poules. Oui. Une exploitation en plein air, elle en est convaincue, c'est l'avenir. Ça rassure de savoir qu'on peut vendre nos produits, quoi, et de savoir qu'on va pas avoir de difficultés pour en vivre, quoi. Le plein air, c'est déjà 1/3 des œufs en France. Un chiffre en constante augmentation, porté par le marketing sur les emballages. Des poules heureuses, libres, qui gambadent dans les prés. Mais derrière ces belles images,
se cachent parfois de mauvaises surprises pour le consommateur. Dans l'ouest de la France, Bon, oui, j'en ai assez, encore un petit peu. nous avons été alertés par Bernard sur une exploitation qui tricherait. Voilà. Des fois, on leur met des légumes aussi, ils mangent tout, les poules. Hein. Ce quinquagénaire a une quinzaine de poules dans son jardin. Il est très attentif à leur bien-être. Alors forcément, quand il a repéré un élevage à côté de chez lui, il s'y est intéressé de près. Cette route, Bernard l'emprunte 2 fois par jour depuis 6 ans pour aller au travail. Chaque fois, il passe devant ces hangars. Et là, il y a un distributeur sur la gauche, un distributeur d'œufs, avec une jolie poule photographiée, œufs frais en plein air. Pourtant, Bernard a un gros doute. Voilà, Là, ce qui m'embête, c'est que je vois des grands hangars ici. Des grands hangars, il y en a plusieurs d'ailleurs, et puis des grands terrains grillagés où normalement les poules doivent s'ébattre. Et en fait, je ne vois jamais de poules en liberté, alors que ce soit l'été, le printemps ou l'hiver. Et ça fait 6 ans d'affilée que je ne vois jamais de poules dehors. À notre tour, nous nous sommes approchés du bâtiment. Pas une poule à l'extérieur. Il est aux alentours de midi. À cette heure-là, les poules de louer, elles, sont dehors. Alors nous avons voulu en savoir plus sur cet élevage estampillé plein air. Équipés d'une caméra cachée, nous nous faisons passer pour des gérants d'un restaurant à la recherche d'un fournisseur. Après quelques minutes de discussion, l'éleveur accepte de nous faire visiter les lieux. Première surprise à l'entrée. Bon, je vous épargne la totale, la tenue. Allez-y, allez-y. Pas de règles spéciales d'hygiène, contrairement à tous les élevages que nous avons visités ces derniers jours. À l'intérieur, 10 000 poules selon l'éleveur. Les bêtes sont entassées et certaines, comme celle-ci, sont même complètement déplumées. Un autre détail attire notre attention, la saleté des fenêtres du hangar. Nous voilà bien loin de l'image rêvée de l'élevage en plein air. Il y en a une qui est morte là. Mais comme dans tous les troupeaux, il y a toujours une compétition. Hein. Il y a une hiérarchie qui se crée, et puis il y en a toujours qui sont maltraités. Ça, Et elle reste là tout le temps? Ah bah, elles ont une ouverture sur les parcours, mais hors grippe aviaire, parce que là, évidemment, on est en confinement. Hein, avec la grippe aviaire. Ouais. Ah bah oui, c'est pas chaud. Les poules, enfermées à cause de la grippe aviaire. Une explication contestée par Bernard. La grippe aviaire, c'est occasionnel, c'est pas toute l'année. Surtout sur 6 ans d'affilée. C'est pas possible. Ouais. La grippe aviaire, c'est pas permanent. En ce moment, il existe bien un confinement national. Pourtant, au début de notre visite, l'éleveur nous a évité les mesures d'hygiène obligatoires en période de grippe aviaire. Et quand nous lui demandons les horaires de sortie des poules en temps normal... Il y a des poules qui ne sortiront jamais de leur vie, dans le bâtiment. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'elles veulent pas ou parce que... Une poule, elle va passer la journée devant la porte, elle ne va pas sortir. C'est pas chaud, c'est pas bien, c'est pas très bien. Et la majorité, elles sortent ou elles restent dedans? Alors c'est en fonction de l'âge. Quand elles sont jeunes, elles ne sortent pas beaucoup, et plus elles deviennent vieilles, plus elles sortent. En clair, si les poules ne sortent pas, c'est de leur faute. Une réponse peu crédible selon plusieurs éleveurs que nous avons contactés. Nous repartons avec le sentiment que celui-ci surfe sur l'appellation plein air sans vraiment en assumer la charge. Peut-être pour vendre ses œufs plus chers à ses clients. Alors comment s'y retrouver? Et surtout, quels œufs mettre dans son panier pour manger de la qualité? Les œufs plein air sont-ils meilleurs pour la santé? Surprise. Bonjour. Bonjour. Cette nutritionniste affirme que non. Enchantée, ravie. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une différence du point de vue nutritionnel entre ces œufs-là, ceux-ci, et enfin ceux-là? Les études à ce stade démontrent qu'il n'y a pas de différence significative. La corrélation qu'on va retrouver entre une qualité d'œuf particulière, notamment via son jaune, et sa
qualité en oméga 3 est plus en rapport avec ce qu'on va donner à manger à la poule. Quand vous lui donnez des grains avec du lin ou avec du colza, on va retrouver les oméga 3 de ces grains dans l'œuf. Ce qu'on n'aura pas, et ça c'est indépendant de leur mode d'élevage. C'est donc l'alimentation des poules qui est déterminante pour la qualité des œufs, pas le mode d'élevage. Pour une fois, le comportement du consommateur est donc uniquement guidé par la question du bien-être de l'animal, celui de la poule, libérée par son œuf. Et au-delà de cette bataille des œufs et des labels, on vient de le voir, un autre acteur est en train de bouleverser le monde des supermarchés. Il invente une nouvelle façon de mettre en relation producteurs et consommateurs. Il s'agit de la ruche qui dit oui, une start-up devenue millionnaire en seulement quelques années. Elle compte des dizaines de milliers d'utilisateurs. Elle organise de grands marchés partout en France. Son modèle s'exporte même désormais à l'étranger. Elle bouleverse le monde des supermarchés. Alors sur le papier, tout le monde est gagnant, mais en coulisses, certains dénoncent une ubérisation de l'agriculture. Qu'en est-il vraiment? Que valent ces produits, ces tarifs? L'enquête est signée Guillaume Caour. À Nice, sur ce parking en bordure de la ville, alors betterave cuite, Philippe Audat installe son stand, une semaine sur 2. Épinards 1 kilo. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur un marché ordinaire. Cet agriculteur ne vend que les produits qu'il cultive, pas très loin d'ici, et uniquement de saison. Pas de tomates ni de courgettes aujourd'hui. En ce moment, on termine avec des articles divers. On a les salades frisées, ensuite les choux-fleurs, bien sûr, la blette côte large de Nice. Après, on fait aussi les blettes multicolores. Maëlle travaille dans les ressources humaines. C'est la deuxième fois qu'elle achète les légumes de Philippe. Elle est venue sans liste de courses. Bonsoir. Bonsoir. Juste un numéro de commande. La commande numéro 4, s'il vous plaît. Alors. Et le maraîcher sait exactement ce qu'il doit lui donner. Les butternuts, c'est les derniers. Il y en a 2 pièces. Ils sont un peu marqués. Vous enlevez avec un coup de couteau, c'est bon. Elle achète presque les yeux fermés. Regardez bien. Il n'y a pas un seul prix sur l'étal de Philippe. Et enfin, une salade de feuilles de chêne. Comment est-ce que vous voyez les prix des produits? Ah, les prix ne sont pas indiqués ici. C'est quand on passe la commande en ligne, tous les prix sont indiqués. Ah donc là, vous avez déjà... J'ai déjà réglé. Le règlement, c'est au moment de la commande en ligne et on vient simplement récupérer nos produits ici après. Maëlle a fait ses courses sur Internet quelques jours plus tôt. Elle n'a plus qu'à récupérer sa commande chez chaque producteur. C'est la recette du succès de la ruche qui dit oui. Voilà, merci. Un site et une application au nom étrange qui mettent directement en relation les consommateurs et les agriculteurs de leur région. Voilà, donc là on a tous les producteurs qui sont présentés. On nous les indique sur la carte, donc on voit que c'est bien dans notre région, ce sont des producteurs locaux. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial que sur les grandes surfaces ou sur des marchés, puis c'est pas la même qualité de produit. Du pain, des légumes, des œufs et du canard. En quelques minutes, Maëlle fait la tournée de 5 fermes et l'essentiel de ses courses pour une semaine. Alors là, vous en avez eu pour combien alors? Donc là, aujourd'hui, j'en ai eu pour 27 €. Par exemple, j'ai acheté 1 kg de carottes anciennes. Pour 1 kg de carottes anciennes, j'en ai eu pour 2,60 €. Pareil, pour une salade, j'ai une belle salade qui m'a coûté 1 €. Et puis, c'est pas plus cher que dans un supermarché ou dans une grande surface. C'est vraiment très intéressant. Du terroir, du goût et de la qualité sans se ruiner. Comme Maëlle, ils sont déjà 130 000 Français clients de ce géant des circuits courts. Ils permettent aux consommateurs d'acheter sur Internet parmi des centaines de produits garantis made in local et de les récupérer près de chez eux. Après Blablacar dans le transport et Airbnb dans l'hôtellerie, ce site de consommation collaborative réussit à concurrencer les supermarchés. 1300 points de distribution, sans aucun magasin ni caissière. Mais pour les agriculteurs, ce système est-il aussi rentable que l'entreprise le promet? Financé notamment par Xavier Niel et Marc Simoncini, les fondateurs de Free et Mythique, la start-up est-elle l'avenir de l'agriculture française? Ce n'est pas dans les champs, mais en plein Paris, près de la Bastille, que s'est installée l'entreprise, au fond de cette impasse.
Une start-up avec son armée de développeurs, des lignes de codes incompréhensibles, 130 salariés et un jeune patron de 34 ans, Marc-David Choukroun. Un look passe-partout qui cache en réalité une grande ambition née en 2011. Là, c'est la première distribution de la ruche. C'est très artisanal, hein. Il y a peut-être une dizaine de paniers. La première ruche a été créée sur une simple table de jardin à Toulouse. À l'époque, une poignée de clients mis en relation avec les agriculteurs des environs, au maximum 250 km. On a monté ce projet avec la volonté de faire en sorte que les circuits qu'on change d'échelle. Donc on espérait quand même de faire quelque chose qui marche et qui se développe. Dès le départ, il a l'idée de prélever une commission de 8,35% sur chaque vente pour la mise en relation, un peu comme Uber et Airbnb. L'idée séduit des investisseurs, la petite start-up conquiert la France. Pour symboliser son développement fulgurant, il a fait fabriquer ses cartes en plexiglas. Il y en a beaucoup des ruches, hein, donc il faut les porter. Une par année. Une poignée de ruches en 2011, et puis... 2012, centaines de ruches. Accélération en 2013 et 2014. Et puis le lancement en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, 800 ruches en France, 500 en Europe, 40 millions d'euros de volume d'affaires l'année dernière. Grâce à un slogan « Mangez mieux, mangez juste », elle surfe sur des valeurs dans l'air du temps. Nous, on a envie d'une distribution plus humaine, en fait. Donc une distribution de masse où on est à 1000 dans l'hypermarché tous les week-ends, c'est pas ce en quoi on croit pour demain. Et des ruches, il pourrait y en avoir des milliers, en fait. Il peut y en avoir à chaque coin de rue. Pour arriver à ses fins, la start-up s'appuie déjà sur 5000 agriculteurs, tous attirés par la promesse d'un système plus rémunérateur. Retour près de Nice, à Gatière. Comme chaque matin, Jean-Marie Giovanni inspecte ses 3 hectares de culture maraîchère. Artichauts, poireaux, coriandre. Des aromatiques, ça. On en vend de plus en plus. Il a longtemps approvisionné la grande distribution, mais depuis 3 ans, terminé. Il ne veut plus en entendre parler. Ses fraises, il les vend désormais sur Internet. Ah ben ça là, dans 4 semaines, elles seront à la vente dans la ruche, 4 à 6 semaines. Les ruches, c'est déjà 40% de son chiffre d'affaires. Ce matin, justement, il a imprimé sur le site sa commande du jour, voilà. Et il sait très précisément ce qu'il va devoir récolter. Là, je sais qu'aujourd'hui, je vais vendre 3 choux romanesco, 5 choux raves, voilà, 12 kilos d'oignons. Voilà, j'ai ma commande, elle est fixe. Je pars, ma voiture, elle est remplie, je suis au nombre près, au gramme près. On n'a pas de perte. Grâce à ce système, il ne cueille jamais pour rien. Tu vas faire le radis noir. Là, le radis noir, il y en a 7 à faire. Hein? Il a embauché Alex pour préparer les distributions dans les 5 ruches dont il est fournisseur à Nice. Après, tu prends un peu des élastiques, on va ramasser là-bas la blette à couper. Si Jean-Marie a pu créer un emploi, c'est que sa rentabilité a augmenté. Fais attention à la tête, là. Hein? Notamment parce qu'il a réduit ses invendus. Désormais, il peut écouler toute sa récolte, même les légumes dits moches. Quand vous vendez dans une grande surface, dans une centrale d'achat, n'importe quoi, vous avez une normalisation, un calibrage, un coloris à respecter. Donc vous vendez que 40-50% de votre production. Là, dans une ruche, vous vendez tout. Le client, il peut tomber autant bien ou sur un gros comme ça, un radis noir, ou alors peut-être il va avoir 3 petits. L'essentiel, c'est qu'il y ait le poids. Ces radis noirs lui rapportent plus. Quand la grande distribution et ses nombreux intermédiaires prennent au moins 50% de marge, aujourd'hui, il garde l'essentiel pour lui. On fait un produit qui est naturel, on ramasse et les gens ils sont contents. Ils discutent même pas le prix, on reste cohérent. Vous voyez? Mais la marge, elle est pour nous. Voilà. Elle n'est pas pour la grande distribution. Il doit tout de même verser 16,7% de commission. Une moitié va au site internet, l'autre au responsable de la ruche. Car, comme les 40 autres producteurs de la région, pour distribuer ses produits, Jean-Marie doit s'appuyer sur le patron du point de vente, le représentant de la start-up sur le terrain. Mets tout au même endroit, Romain. Hein. À 71 ans, Jacques Chaplon vient d'ouvrir sa 2e ruche à Nice. Tous les jeudis après-midi, aidé de sa fille et de son petit-fils, il installe son marché éphémère sur le parvis de la gare. Ah, vous êtes équipé là? Ah bah on est obligé. Hein. C'est la ruche qui dit oui qui vous l'a offert? Ah oui, pensez donc. Rien du tout, c'est pas la ruche, c'est nous-mêmes, oui.
Ça coûte cher? Ça vaut 800 €. S'il paye de sa poche, c'est qu'il n'est pas salarié de l'entreprise, mais auto-entrepreneur. Sa rémunération, c'est la commission de 8,35% sur 14 000 € de vente par mois. Soit 1 200 € de revenus, mais il doit tout financer. Et ça sert aussi à acheter du matériel, ça sert à faire tourner la boutique, ça sert à payer l'autoroute quand on va chez un producteur à 150 km d'ici. Ça sert à tout ça finalement. Il vous en reste un peu au bout? Pas grand-chose. Et on le réinvestit de toute façon. Selon lui, 400 € qui complètent sa retraite pour 40 heures de travail par mois. Pour l'aider, Jacques s'appuie sur les producteurs. Bon, alors je te laisse faire. Comme Jean-Marie, qui consacre une demi-journée à distribuer lui-même les produits. Et c'est ainsi dans tous les points de retrait. Ça va au fond, ça? Le poireau, Le brocoli, j'en ai mis 2. Mais le succès d'une ruche repose aussi sur la diversité des produits. Alors, il faut sans cesse partir à la recherche de nouveaux producteurs. Je crois qu'on va un peu monter dans la colline. Chaque candidat doit se plier à une visite de son exploitation, car Jacques a déjà évincé des grossistes qui se faisaient passer pour des agriculteurs locaux. Je vérifie qu'il y a une exploitation, c'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent s'inscrire dans les services agricoles et puis vous arrivez, il y a un jardin de 1500 m² et ils vous promettent de vous faire des productions à n'en plus finir. Donc ça c'est parce qu'on cherche des gens avec une véritable installation, avec une structure, c'est pour ça qu'on les visite sur le terrain. Chez Henri de Repas, qui lui propose de l'huile d'olive, il vérifie immédiatement la taille de l'exploitation. Qu'est-ce que vous avez comme surface là? Ici, on a en tout 6 hectares nets. Ah ouais, quand même, ouais. Dont pratiquement 5 en olivier, en oliviculture. Et le reste, c'est en maraîchage et tout en bio. Jacques est rassuré. Il y a ici 1100 oliviers. Tout en bio. C'est un bon point, même si la start-up n'impose pas ce critère. Et par exemple, un olivier comme ça, il a quel âge? Bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Sur le cadastre, 150 ans. Ouais, quand même, 150 ans. Ouais. Mais pas question pour lui de travailler avec des agriculteurs qui abusent des pesticides ou qui se compromettent avec ce qu'il considère comme son ennemi, les supermarchés. Ma démarche première dans la ruche, c'est justement de, entre guillemets, combattre à ma toute petite échelle ce que je peux faire par rapport à la grande distribution parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'abus dans les produits qu'on nous sert et qu'on nous propose. Il y a un producteur qui vend ses produits dans la grande distrie, est-ce que c'est éliminatoire pour vous? C'est pas dans ma démarche et moi je me refuse à ça aujourd'hui. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un qui a l'esprit central d'achat, il n'a pas l'esprit paysan et moi j'aime bien un peu l'esprit paysan. L'exploitation est conforme à ces critères. Reste à choisir les produits qui seront mis en vente. Donc là, c'est votre gamme de produits, en fait. C'est la gamme de produits. Ce qui l'intéresse ici, ce sont ses tartinades. Il n'en a pas dans sa ruche. La tapenade, qui n'est pas une pâte d'olive, hein. C'est pas pareil. Hein. Tapenade, c'est un esprit provençal. Aujourd'hui, il n'y aura aucune négociation commerciale. Règle d'or de la ruche, les producteurs fixent librement leurs tarifs. Vous ne parlez jamais du prix avec les producteurs? Vous ne leur demandez jamais de baisser leur prix? Ah, baisser leur prix, pourquoi? On parlait de grande distribution tout à l'heure, mais ils font que ça, ils passent leur temps à ça. Vous avez des acheteurs dans les bureaux qui passent leur temps à ça, à tirer les prix par le bas. Mais moi, monsieur, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'ai envie de le retrouver dans son exploitation. Je n'ai pas envie de le retrouver au tribunal de commerce, ni... vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie qu'il soit toujours là et qu'il vive de son métier. Conséquence de cette liberté, sur le site, les bonnes affaires côtoient les mauvaises. Une escalope de veau, 5 € moins cher au kilo qu'en supermarché. Mais le prix de ces endives est lui 2 fois plus élevé. Après 2 heures de discussion, le producteur a pris sa décision. Il va travailler avec Jacques. Rappelez-moi le jour. Alors nous, on en fait sur la gare le jeudi et sur le boulevard du Mercantour le vendredi. Mais la présence obligatoire à chaque distribution l'inquiète un peu. Bien sûr. Ce qui nous manque le plus, c'est quand même le temps. Le temps. Pour nous. Oui, je comprends ça très bien. Ouais. J'aime bien les gens, mais c'est difficile que je fasse plus. C'est mon épouse, c'est pareil. Trop chronophage, trop lourd en logistique, ces circuits courts peuvent effrayer des agriculteurs. Et aujourd'hui, certains n'y trouvent plus leur compte. À Auvers-sur-Oise, 4000 poulets, pintades, oies, canards, chapons et dindes grandissent en plein air. Ah bah tu me donnes je vais prendre la caisse de cuisse, moi ça me va. Avant de finir dans l'atelier de découpe de Philippe Brard, puis dans les assiettes des clients de la ruche qui dit oui. Il y a 5 ans,
Il est sollicité par plusieurs ruches, une belle opportunité d'écouler ses produits. Alors, il décide d'investir 7 000 € dans cette machine pour mettre ses produits sous vide. En fait, on vient retirer l'air du sachet. Et ensuite, une fois que c'est fait, on soude le sachet. Ce qui permet de conserver la viande plus longtemps. C'est-à-dire qu'à la place de pouvoir la garder qu'entre 3 et 4 jours, on peut arriver à la conserver 10 jours. À l'époque, il embauche même un employé pour livrer sa viande, ses pommes et ses œufs. Mais aujourd'hui, problème, il a bien du mal à rentabiliser ses investissements. Alors ça, c'est... Donc il va commencer sûrement dans le 16e pour aller sur le secteur de Vincennes et pour finir à Levallois où il restera distribué et ensuite il rentrera ici, quoi. Son livreur va passer toute la journée en tournée pour seulement 3 ruches. C'est le temps sur la route, c'est le temps de déposer les produits, c'est le temps de repartir à l'autruche, de redéposer et ensuite de rester en distribution. Et beaucoup sont toutes petites. Elles génèrent trop peu de commandes et un chiffre d'affaires insuffisant pour amortir ses coûts. Là, on est à 58,60 €. Là, on est à 284,95 € et puis là, on est à 335,40 €. 680 € dont il faut déduire la commission du site. Et c'est rentable à partir de combien? Pour moi, entre 7 et 800. En dessous, là, vous perdez de l'argent. Sur la journée, en dessous, oui, on perd de l'argent. Ça vaut pas le coup de partir sur la route. Alors, pour gagner plus, Philippe Brard se détourne de la ruche au profit d'un autre circuit court. Depuis 3 ans, un distributeur automatique lui permet de garder tous les bénéfices, rien que pour lui. Pour conserver ses producteurs, la ruche qui dit oui teste donc un nouveau concept, inspiré cette fois de la grande distribution. Placée sur une ancienne station-service, à Roubaix, cette ruche est l'une des plus rentables de France. Tous les jeudis soirs, elle se transforme en drive comme ceux des supermarchés. Ici, il n'y a pas 20 stands, il n'y en a qu'un, celui d'Éric Lesage, le responsable. Les producteurs, comme Élise, n'ont qu'à déposer leurs marchandises dans les sacs de chaque client, surnommés les abeilles. Donc là, je cherche l'abeille numéro 9. Et elle est là. Le drive évite aux agriculteurs de rester sur place et de perdre du temps. Là, en étant 5 ou 6, avec une organisation à tour de rôle, on arrive à délivrer 110, 120 commandes sur une plage horaire de 3 heures, de manière fluide, de manière conviviale, et finalement en étant assez peu nombreux. Dominique, la 11, la moyen ou pas? Oui, prends ton temps, hein, on n'est pas aux pièces, attention. Hein. Seuls 5 producteurs sur 20 viennent en alternance pour apporter les victuailles jusqu'au coffre des clients. Après, il y a du pain de nos ancêtres. Oui, un pain intégral. Il y a saveur bio, saveur fournie bio. Complet. Moi, j'ai 4 enfants, donc aller au supermarché, j'ai pas vraiment le temps. Donc là, je suis assurée d'avoir des bons produits juste en passant sur le chemin de l'école. Facile d'accès, cette ruche attire 4 fois plus de clients que la moyenne nationale. Et chacun d'entre eux dépense environ 45 €. C'est 10 € de plus que dans les autres points de vente. Nous vous accompagnons à votre véhicule. Avec le drive, Eric est persuadé d'avoir un boulevard devant lui. On sent qu'il y a un besoin d'accéder à une alimentation fermière locale de qualité et de saison, mais si possible assez rapidement ou dans des standards de ce qu'on est habitué à trouver pour faire ses courses, quoi. La ruche qui dit oui espère conquérir de nouvelles parts de marché en ouvrant une dizaine de drives d'ici l'été, partout en France. Je crois qu'il m'aime bien. Mais il n'a pas l'air commode, il m'aime bien de loin. Lui aussi. Voilà pour ce grand reportage et cette enquête. Vous voyez que la filière agricole n'arrête pas de se réinventer. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 évidemment. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.